Bonsoir, je vous propose que nous démarrions notre rentrée universitaire Palladio, la 9e édition ce soir. J'aime bien les rentrées universitaires, d'abord parce qu'on rentre beaucoup plus tard que les autres. Le mois de novembre, c'est quand même confortable, ça me rappelle mes années d'étudiant. Hein. On n'est pas obligé de rentrer tout début septembre de la plage, donc ça c'est très bien. Bienvenue à tous les étudiants des masters spécialisés, 5e année d'aménagement, d'architecture, de construction, d'immobilier, d'ingénierie, d'urbanisme. La fine fleur de la fabrique de la ville pour demain. On va démarrer en introduction par une question qu'on vous a posée, un petit sondage au moment de l'inscription à cette soirée. Quels sont les mots qui, selon vous, caractérisent les métiers de l'industrie immobilière et de la construction de la ville ? Eh bien, on va voir vos réponses avec une petite animation et des nuages de mots. On va peut-être pas aborder tous les thèmes et tous les mots dont vous avez parlé, parce que sinon je pense qu'on est là pour toute la soirée et on se retrouve demain matin pour un after. Mais on va essayer d'évoquer quelques sujets avec nos invités. Tout d'abord, moi je voudrais vous dire que c'est tout un univers qui vous accueille. Bien loin peut-être de l'image d'Épinal qu'on en dresse, et notamment de celle de la rente immobilière. Vous arrivez dans un secteur qui bouge, celui de l'industrie immobilière, celui de la construction, celui de la fabrique de la ville, à un moment peut-être charnière où nous assistons, où nous allons assister à une rupture technologique, rupture générationnelle. On va essayer de voir tout ça. Pour regarder un petit peu ces métiers d'avenir, je vais demander d'accueillir deux jeunes collaborateurs consultants chez EY. À mon époque, on disait Ernst & Young, mais voilà, le monde évolue et je commence à prendre un petit coup de vieux. Je vais demander à Constance Le Gallais et Hugo Alvarez de venir nous rejoindre. Vous avez travaillé sur la première édition du Real Estate and Urban Employment Monitor qui a été réalisé par EY, la Fondation Palladio et Business Immo, dont j'ai l'honneur de diriger la rédaction. J'ai oublié de me présenter, mais excusez-moi. Une étude annuelle qui a vocation à donner un autre regard sur les métiers de l'industrie immobilière et de la construction de la ville, de mieux les connaître aussi pour mobiliser les talents d'aujourd'hui et ceux de demain. Vous allez nous dévoiler les grandes lignes en quelques mots, mais tout d'abord, je crois qu'on va voir un petit film, 2 minutes, qui va nous expliquer un petit peu cette étude, et ensuite je vous laisse faire. Aux yeux du grand public, les métiers de l'immobilier et de la ville sont très souvent vus sous l'angle du logement ou par le prisme de quelques métiers. L'étude réalisée en 2017 par EY, la Fondation Palladio et Business Immo constitue une première étape dans la compréhension de l'univers des métiers de l'immobilier et de la ville. Un univers composé de 8 secteurs interconnectés les uns avec les autres. L'architecture, l'urbanisme et l'aménagement, l'ingénierie et les prestations techniques du bâtiment, l'expertise et le conseil, l'investissement et le financement de l'immobilier, la promotion immobilière, la construction des bâtiments, la commercialisation et la gestion de l'immobilier. Tous ensemble, ces 8 secteurs contribuent à la fabrique de la ville, grand enjeu du XXIe siècle. Ils font partie d'une industrie française majeure, avec plus de 2 millions d'emplois, représentant 10% du PIB français, avec un savoir-faire qui s'exporte partout dans le monde. L'étude révèle aussi un cortège incroyable de plus de 100 métiers réunis au sein de la filière. Des métiers qui offrent des perspectives de carrière, puisque 80% des dirigeants interrogés envisagent de recruter dans les 3 ans qui viennent. Les dirigeants de cette grande industrie disent aussi avoir besoin autant de compétences techniques que d'aptitudes comportementales. Des dirigeants qui disent également que leur secteur est traversé par de grandes innovations technologiques et numériques, et qu'ils sont impliqués dans les grands défis démographiques, environnementaux, sociaux et sociétaux du XXIe siècle.
de grands défis qui nécessitent d'attirer des talents pour appréhender la transformation de la cité et de ses lieux de vie. Et vous, quel rôle jouerez-vous dans la construction de la ville de demain ? Bonsoir à tous. Donc, j'espère que vous avez trouvé la vidéo à la hauteur du générique. Donc bon, on est allé mollo sur les effets spéciaux. Hein. C'est juste une rentrée universitaire. Donc merci d'être là. En tout cas, on est très content de vous présenter les résultats de cette étude dont la première édition a été publiée l'an dernier et on vous donnera rendez-vous pour la deuxième édition l'an prochain. Donc nous, les messages qu'on veut vous faire passer, on ne va pas vous répéter tous les éléments quantitatifs, toute l'analyse que vous trouverez dans l'étude. On a plutôt voulu orienter la discussion autour de quatre principaux sujets, en tout cas ce qui nous semblait intéressant pour un étudiant, pour un jeune professionnel qui souhaite faire carrière dans la fabrique, dans la ville, dans les métiers de l'immobilier. Donc je me présente rapidement, Hugo Alvarez, donc je suis manager chez EY, qui est aussi un membre important et de la Fondation Palladio et de la Fabrique de la Ville. Et d'ailleurs, on reconnaît pas mal de têtes connues ici. Vous apprécierez aussi les titres, n'est-ce pas ? Mais plutôt King of the North, le premier, pas le deuxième, pour ceux qui ont les références. Premier message qu'on veut vous faire passer, et c'est aussi un des points forts en tout cas qui nous ont étonnés, qui m'a aussi étonné, ne venant pas de l'immobilier, c'est que sur les 2 millions d'emplois qu'on a recensés dans cette étude, on a remarqué que les métiers de l'immobilier ne sont pas forcément là où on croit qu'ils sont, et en tout cas ils sont partout. Effectivement, on pense à Bouygues Immo, on pense à toutes les autres grandes structures du métier et du secteur, mais on s'est rendu compte que il y a beaucoup de compétences, beaucoup de métiers qui s'exercent dans d'autres structures tertiaires, dans des cabinets de conseil, dans des agences de design qui contribuent à la fabrique de la ville et qui sont aussi des employeurs et des pourvoyeurs de postes pour vous, pour tous les professionnels de la ville. Et c'est d'autant plus intéressant que ça contredit, il y a beaucoup de préjugés sur l'immobilier, on a parlé de la fabrique de la rente, mais il y a aussi le fait qu'on peut associer l'immobilier au majeur de la construction, mais il y a aussi tout un océan de PME et de TPE et aussi un écosystème d'entrepreneurs et de start-upers qui est en train de se développer et qui a besoin de compétences. Donc ça, c'est le premier message qu'on voulait vous faire passer et qui fait partie de notre rapport d'étonnement quand on a regardé cette filière-là, c'est les métiers de l'immobilier sont partout, c'est quand même 10% 10% du PIB et autant de la population active, et aussi ils sont dans des endroits parfois surprenants. Alors, donc bonsoir, moi je m'appelle Constance Le Gallais, je suis également consultante chez EY depuis 3 ans et donc j'étais il y a pas si longtemps que ça à votre place en jeune professionnel en train de m'interroger sur quel métier j'allais bien pouvoir exercer dans l'univers de l'immobilier de la ville. Donc pour reprendre la suite d'Hugo, le deuxième grand message, un peu grand étonnement qu'on a pu avoir avec cette étude, c'est que, donc, comme c'est écrit ici, le tout est plus que la somme des parties. Donc l'idée, elle est assez simple, c'est que comme vous l'avez vu dans la vidéo, on a identifié 8 secteurs qui sont bien indépendants les uns des autres, qui peuvent apparaître autosuffisants et en silo. Et souvent, ils travaillent, on a l'aménagement et l'architecture qui travaillent en amont, puis chaque secteur intervient à un moment du cycle de vie du bâtiment. Mais en fait, ce que l'étude nous a permis de révéler, c'est que finalement, quand on a un projet immobilier, quand on a un projet quelque part dans la ville, ce qu'on fait, c'est qu'on construit un projet global, un tout. Et en fait, ce qu'on va rechercher comme compétences aujourd'hui, c'est oui, vos expertises particulières et vos expertises pointues, mais surtout, on va rechercher des compétences de chef de projet, d'ensemblier. On va rechercher des gens qui vont être capables en fait d'avoir une vision un peu globale, de comprendre quel est l'objectif global du projet, d'avoir cette vision un peu plus long terme, et au final des individus qui vont être curieux, faire preuve d'ouverture d'esprit pour comprendre quels sont les interlocuteurs autour de la table, comment les mettre autour de la table. Et comment travailler ensemble. Donc l'idée, c'est pas forcément d'être tout le temps généraliste, mais c'est plus d'avoir cette curiosité d'aller comprendre quel est le projet, sa globalité, et d'avoir cette vision un peu plus long terme.
Et tout ça pour dire qu'on ne réduit pas l'immobilier uniquement aux compétences techniques, parce qu'effectivement, vous verrez dans notre étude que vous allez tous télécharger, que vous êtes déjà en train de télécharger en ce moment, qu'il y a nos 8 secteurs de l'immobilier, nos 8 catégories, donc avec des silos qui ont l'air assez clos, mais en fait c'est la porosité entre ces différentes filières, la capacité à gérer la complexité, c'est cette compétence-là qui est plutôt une aptitude, c'est une compétence qualitative, c'est une compétence comportementale. C'est ça qui est vraiment recherché par les principaux recruteurs. C'est-à-dire, certes, il faut un socle technique qui est indispensable, mais il faut aussi parler toutes les langues de l'immobilier, parler toutes les langues du secteur, parce qu'on ne peut pas fabriquer la ville en restant uniquement dans son secteur d'activité ou en restant entre les 4 murs de sa propre entreprise. Troisième message qu'on voulait vous faire passer, plus c'est un message qu'on aime bien communiquer sur le digital, sur l'innovation, sur la transformation des métiers. On est tous quotidiennement abreuvés d'articles, pas toujours de bonne qualité, sauf quand c'est de Businessimo évidemment. Là, il n'y a absolument rien à dire, je vais me fâcher avec personne. Encore moins des entreprises détenues par des Corses. On va imprimer, bientôt vous imprimez votre maison en 3D. On va utiliser des drones, il y aura des pilotes de drones pour surveiller les logements sociaux, pour surveiller les grands ensembles immobiliers. Donc certes, c'est l'innovation technique, ça fait rêver. On parle beaucoup d'apprendre à coder, d'utiliser le code dans les différents métiers pour moderniser parfois une filière qui apparaît comme poussiéreuse, même si ce n'est pas le cas. Nous, le message qu'on veut faire passer, c'est qu'il faut surtout ne pas tomber dans le miroir aux alouettes, dans l'effet waouh, la technologie, parce que la clé dans ces métiers en transformation, c'est pas de maîtriser la technologie en elle-même, mais c'est maîtriser ses usages. Et on a réalisé une étude que vous pourrez aussi récupérer sur notre site internet sur l'impact du digital sur les métiers de l'immobilier. Et là, sur cette partie très spécifique, on s'est rendu compte que dans toutes les petites entreprises, dans toutes les TPE, PME de proximité qui sont dans la gestion de l'immobilier, dans les agences d'urbanisme, il n'y a pas besoin de personnes qui soient capables de développer ces technologies-là, mais qui doivent comprendre, par contre, comment on les utilise, à quel endroit, comment ça s'intègre dans le quotidien, et surtout être capable de sélectionner la bonne technologie et de sélectionner le bon outil à intégrer dans votre quotidien, dans votre futur métier. Et ça, c'est très important parce qu'on peut être tenté de céder aux sirènes des produits qui sont très bien marketés, céder aux sirènes des startups, céder aux sirènes de commerciaux qui sont parfois très avides de vous fournir leurs solutions. Et le principal message qu'on va faire passer, c'est maîtriser les usages, c'est vraiment la clé plus que maîtriser la technologie. Merci. Alors, le dernier message, il concerne plus particulièrement vos métiers. Donc, c'est métiers de ville, métiers de proximité. Donc, l'idée, c'est que, comme vient de l'expliquer Hugo, ce qui va être important maintenant, c'est de maîtriser les usages. En fait, c'est d'être au plus proche de l'usager ou du client, mais vraiment de comprendre au quotidien comment ce que vous proposez, comment votre projet va impacter les gens. Parce qu'en fait, les métiers auxquels vous vous destinez, donc c'est les métiers de l'immobilier et de la ville, et c'est vraiment des métiers, à mon sens, en tout cas c'est ce que je me disais quand j'étais en formation, qui ont un impact sur la vie des citoyens. Il y a des vrais gens derrière. Quand vous allez faire un projet immobilier, il va y avoir des gens qui vont y vivre, en fait, tout simplement, et il y a un véritable impact très concret. Et donc c'est pour ça que nous, ce qu'on a conclu en fait de l'étude, c'est que les métiers de l'immobilier et de la ville, même s'ils parfois ils peuvent paraître un peu abstraits, un peu comme par exemple si on est dans le financement, un peu stratosphérique, en fait c'est quand même des vrais métiers de proximité. C'est des métiers qui sont proches des gens, et en fait il faut aller voir sur le terrain. Il faut pour pouvoir avoir un projet qui fonctionne, il faut concrètement aller voir quelle dynamique territoriale anime ce territoire, quel autre anime tel autre territoire, aller capter un peu la subtilité et vraiment être en proximité avec les territoires. Donc c'est pour ça aussi que nous on invite, on pense plutôt que les métiers de l'immobilier et de la ville, ils participent aussi au rééquilibrage territorial, parce qu'on entend souvent, on a l'impression que tout ce qui porte, comme le disait Hugo, les grands groupes, tous ceux qui portent l'immobilier, ils sont très concentrés en Île-de-France, etc. Mais en fait, c'est l'immobilier et la ville, c'est aussi un levier pour
pour aller rééquilibrer les territoires et pour comprendre ce qui s'y passe de façon un peu plus fine. Parce que voilà, si un projet il est à Metz ou à Nancy, donc c'est 2 territoires, on pourrait croire du Grand Est, mais au final, il y a quand même des dynamiques particulières à chaque fois. Donc c'est ça que le dernier message, c'est qu'il ne faut pas hésiter à voir vraiment très large au niveau de la France entière. Alors il y a une dernière petite slide. Ah, celle-là, je l'étais pas. Normalement. Je m'y attendais pas, celle-là. Ouais. Hugo non plus. Juste, donc normalement, vous avez dû recevoir un lien pour répondre à une enquête en ligne. Donc là, en fait, on est en train de préparer la 2e édition du baromètre qui a pris pour angle, pour ligne éditoriale, l'innovation dans les métiers de l'immobilier de la ville et les impacts sur ces métiers. Et donc, après avoir fait une grande enquête auprès de 900 dirigeants, on a une enquête qui se destine plus particulièrement aux étudiants ou aux gens en formation complémentaire pour pouvoir un peu comparer justement quelles sont les attentes, les avis entre ceux qui travaillent déjà et ceux qui s'engagent dans le monde du travail. Donc, normalement, vous avez reçu le lien. Donc, n'hésitez pas à y répondre après la réunion, bien sûr. Merci beaucoup. Merci, on peut les applaudir. Merci. J'en profite pour remercier tous les partenaires et professionnels qui sont impliqués dans ce baromètre. Et donc, je vous donne rendez-vous pour les résultats de la 2e édition le 15 février prochain au Forum des métiers de l'immobilier au Palais des Congrès, Porte-Maillot, pour voir tous ces résultats. Si vous n'êtes pas convaincu par nos 2 précédents ambassadeurs, je vais en appeler 3 autres, 3 jeunes professionnels qui étaient à votre place dans cette salle il y a quelques années. Et qui vont venir ici vous livrer leur témoignage sur leur première expérience professionnelle. Je vais vous poser, vous allez me répondre tous les 3 un peu les mêmes questions. On va d'abord commencer par votre fonction, l'entreprise, la date d'embauche et votre formation initiale. Je vais commencer par Carmen. Présentez-vous. Bonsoir, alors Carmen Perron. Donc moi je suis responsable innovation pour le groupe BPD Marignan. Donc c'est un promoteur qu'on peut qualifier de petit parmi les gros, on est 400 collaborateurs. Et dans ma fonction, donc il y a la notion d'innovation, mais moi j'englobe le développement durable aussi, et voilà, donc je voulais juste le préciser. Très bien, Claire. Donc Claire Monfron, je suis actuellement responsable développement de projets urbains chez Urbanera, que j'ai rejoint tout récemment, donc il y a moins de 10 jours, puisqu'avant j'étais chez EY également. Donc j'ai travaillé sur cet observatoire des métiers de l'immobilier l'année passée, et je suis passée du coup tout récemment vers un autre secteur, donc comme quoi les passerelles dont parlaient tout à l'heure mes 2 anciens collègues, de l'expertise et du conseil vers l'aménagement est tout à fait possible. Il y a une filière, on sent. Elvis. Bonjour, Elvis Fiocuna, donc BNP Paribas Immobilier, et je suis responsable de programme en immobilier d'entreprise. Donc je m'occupe de construire des immeubles de bureaux neufs ou d'en réhabiliter sur des immeubles qui sont déjà existants. Je reste avec vous, Elvis. Qu'est-ce qui vous a motivé pour rejoindre le secteur de l'immobilier, de la fabrique de la ville et BNP Paribas Real Estate? C'est une question de rémunération avant tout? C'est une question d'intérêt? C'est quoi? C'est pas une question purement de rémunération. Effectivement, c'est pas le premier intérêt. Je m'inscris dans cette démarche. Je pense que c'est un peu le cas de l'Assemblée, qui est sûrement un peu ici aussi. C'est que finalement, dans les métiers, en tout cas moi, ce que j'ai cherché à faire, c'est d'avoir un métier qui a du sens. Dans les métiers de l'immobilier, on est clairement dans un métier qui en a un. On le voit, on construit des choses qui sont concrètes, on érige des immeubles. C'est des choses, sur mes premiers projets, je peux passer dans Boulogne et voir un ensemble immobilier sur lequel j'ai pu travailler pendant plus de 5 ans. Donc c'est quelque chose dans lequel on est vraiment dans le concret. Et ça, je pense que c'est l'un des premiers aspects très importants de notre métier et qui m'a attiré. Claire, même question. Qu'est-ce qui vous a motivé pour rejoindre cette Alors moi, filière? je me suis posé la question, en fait, en cours de formation. Je suis ingénieure généraliste de formation. Il a fallu ensuite que je me spécialise. Je voulais un peu sortir des sciences pures et trouver un sujet un peu complexe et complet. Et la ville était, en ce sens, tout à fait la suite logique. Et j'ai poursuivi mes études du coup sur une formation d'ingénieur complémentaire en ville, environnement et transport. Donc comme quoi il y a plein de facettes
différentes et d'angles sous lesquels voir la ville. Et puis un master spécialisé en urba. Donc voilà. Et la question de la rémunération n'est pas du tout rentrée en compte dans ce choix. Très bien. Carmen, la première motivation. Quand on veut faire de l'innovation, on ne pense pas forcément tout de suite à l'immobilier. À tort peut-être. Alors, c'est ce que j'allais te répondre, c'est que l'innovation, c'est une fonction support au sein des entreprises. Et aujourd'hui, c'est un centre de coût. Donc effectivement, si on veut se consacrer à l'innovation, notamment dans l'immobilier, c'est pas la première chose qu'on vise. Après, effectivement, l'immobilier, sans parler de la rémunération, c'est quand même un milieu dans lequel il y a beaucoup de moyens et où on peut vraiment s'amuser et où on a un terrain de jeu assez formidable avec la ville, ville ou zone périurbaine de toute manière, parce que chaque territoire et type de territoire a ses spécificités et on peut s'amuser. Donc moi, c'est pour ces raisons-là que je me suis dirigée vers l'immobilier. Et puis aussi parce que j'avais une formation à Sciences Po très orientée politique publique. Donc j'avais étudié le cadre, notamment le cadre réglementaire de l'intervention du promoteur dans la ville. Mais je voulais aussi un petit peu éprouver les choses en étant au cœur du réacteur. Très bien. Claire, juste une question sur les premières années. On revient un petit peu, on met le flashback. Vous êtes jeunes, vous avez tous quand même un tout petit peu d'expérience. Qu'est-ce que vous retenez ces premières années? Qu'est-ce qui vous a passionné? Qu'est-ce qui vous a déçu ou peut-être même énervé sur ces premières années? On n'est pas obligé de citer des noms. Hein. On peut. Non, mes chefs sont un peu... Enfin, mes anciens chefs, pardon, sont encore dans l'Assemblée, donc je ne vais pas les mentionner. Je vais plutôt, du coup, revenir sur mon expérience chez EY, sur laquelle je peux parler un peu plus longuement. Urbanera datant que de 10 jours. Ce qui est passionnant dans les sujets que j'ai traités chez EY, c'est que c'est déjà très diversifié. Et ça, je pense qu'on s'en doute très peu... quand on rejoint la maison du conseil, c'est que c'est sur des sujets, on peut travailler pour les collectivités, pour le privé, pour des entreprises. C'est vraiment très différent sur des projets immobiliers d'entreprise, sur des projets de développement de territoire, sur des phases amont, sur des études comme l'Observatoire. Donc vraiment très différent et à chaque fois avec des rencontres très enrichissantes également. Carmen, même question. C'était quoi la question? Je l'attendais celle-là. Premier retour d'expérience. Oui. Qu'est-ce qui a passionné? Qu'est-ce qui a déçu? Qu'est-ce qui a énervé? Alors, ce qui m'a déçu, c'est lié en fait, je pense, à mon âge, c'est-à-dire que j'ai l'impression que rien ne va assez vite. Donc ça, je pense que c'est l'impatience des moins de 30 ans. Il faut aller dans le conseil. Hein. Donc, c'est aussi parce que sur la thématique innovation, il y a un prérequis qui est le changement des mentalités. Et toute la dimension humaine de l'innovation, avant la dimension opérationnelle, ça prend énormément de temps et c'est un gros travail. Et finalement, c'est ça. C'est cette partie-là qui est assez longue, ce travail de pédagogie qui est nécessaire, le fait de travailler en adhésion et d'embarquer tout le monde. Et c'est ça qui peut être parfois un peu frustrant parce qu'on a l'impression de faire 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Donc ça, c'est, on va dire, la partie qui parfois génère un peu de frustration. En revanche, on en parlait tout à l'heure, puisqu'on est allé prendre un café, ce qui a été extrêmement passionnant et motivant, c'est qu'on arrive aujourd'hui dans ce milieu professionnel où on a énormément de chance parce qu'on est en train de vivre une révolution. Il y a quelques années, l'immobilier était immobile, aujourd'hui il est complètement mobile. Ce qui fait que des personnes de nos âges, avec nos expériences, moi j'avais un profil généraliste effectivement, donc pas d'expertise technique ni de conception ou autre sur les bâtiments. Et malgré ça, en fait, les professionnels de l'immobilier aujourd'hui laissent leur chance à ces jeunes, à ces profils, voilà, qui n'ont pas l'assise et l'expertise qu'on attendait auparavant. Donc ça, c'est vraiment la partie extrêmement positive, à la fois de l'époque et du milieu dans lequel on travaille. Elvis, même constat sur ces premières années? Oui, je suis plutôt très d'accord avec ce qui vient d'être dit. Moi, ce qui m'a passionné, clairement, c'est déjà, j'ai eu la chance de suivre un projet de la phase
plus qu'amont jusqu'à la fin d'un projet immobilier dans son entièreté. Ça, j'ai trouvé ça très passionnant. Ensuite, je suis quelqu'un de très curieux et j'ai eu l'occasion, du coup, dans ces premières années, de voir un panel de thèmes vraiment différents. Et pour quelqu'un qui adore apprendre, et c'est mon cas, ça a été vraiment très intéressant parce que apprendre toutes ces choses et les connecter les unes avec les autres, ça permet de vraiment voir l'ensemble des problématiques qui sont liées à l'immobilier de manière globale. Et c'est de cette manière-là que j'ai compris, en tout cas je pense, qu'on répond de manière la plus pertinente à l'ensemble de ces problématiques. Ce qui m'a peut-être un peu plus agacé, c'est le chiffre 24, c'est qu'il y a 24 heures dans une journée et malheureusement, c'est la limite. On ne peut pas dormir 4 heures. Il y en a certains qui le font. Hein. Oui, ils sont présidents de la République. Ça laisse 20 heures. Alors dans 5 ans, on va refaire un peu le tour. Tiens, Elvis, dans 5 ans. Dans 5 Vous êtes où? Je suis plus vieux. Voilà. Non, dans 5 ans, j'ai toujours pas livré l'un des projets sur lesquels j'ai commencé à travailler il y a 2 ans. Ce qui traduit un petit peu de la nature des cycles dans l'immobilier. Voilà, mais c'est à la fois une échéance lointaine et en même temps, c'est mieux que ce soit pas demain parce que j'arriverai pas à livrer. Ça, c'est pragmatique. Claire. Ma réponse sera peut-être un peu similaire. C'est vrai que 5 ans, à l'échelle d'un projet urbain, c'est pas grand-chose. À l'échelle d'une carrière, pour le coup, ça le devient un peu plus. On a tous tendance à vouloir peut-être faire plusieurs métiers, plusieurs carrières dans notre vie professionnelle. Je dirais que là, si on me pose la question tout de suite, quand ça fait 10 jours que je viens d'arriver chez Urbanera, je vais rester chez Urbanera quand même. Ah bon, on ne retourne pas chez EY dans 5 ans? Ça dépend. Non, mais je Peut-être voulais qu'il y a un réactiver le chiffre qui sera cycle. annoncé, J'essaie là. de ramener tout le monde. Carmen, dans 5 ans? Alors, dans 5 ans, moi, ce que j'espère, c'est que, notamment au sein de BPD Marignan, on n'ait plus besoin de moi sur le coaching en innovation et développement durable, parce que ça aura complètement infusé au sein de la société. Donc, j'espère pouvoir partir dans 5 ans. Et ce dont je te parlais tout à l'heure, ce que j'aimerais, c'est finalement refaire, entre guillemets, un pas en arrière et retourner sur le cadre, le contexte réglementaire, parce que tous les sujets qu'on essaye d'aborder, qu'on essaye de proposer, notamment dans les consultations, quand on parle de mixité, de réversibilité, finalement aujourd'hui c'est ce contexte réglementaire qui le contraint. Donc j'aimerais beaucoup me rapprocher de cette partie-là, donc peut-être dans le lobbying ou en passant le concours de l'ENA, voir si on ne peut pas remonter au niveau des ministères. Venir dans le public, passer du privé au public. Voilà. C'est rare ça. Merci, on peut les applaudir. Merci beaucoup. Et ça va me donner une transition avec notre prochaine invitée. On m'a demandé de faire un petit portrait. Alors avant qu'elle nous rejoigne sur scène, j'ai essayé de trouver des mots qui puissent résumer ou illustrer le parcours de notre invitée ce soir. J'en ai trouvé 5. Le premier mot qui m'est venu à l'esprit, c'est le mot de liberté, parce que j'ai pensé à Victor Schœlcher. C'est le nom de la promotion de l'ENA de laquelle est issue notre invité ce soir, qui a fait juste avant Normal Sup. Qu'est-ce que j'aimerais que mes enfants puissent faire la même chose. Diantre, vous avez dû y croiser quelques célébrités. J'ai retrouvé l'homme politique Jérôme Gage, le directeur de Sciences Po, Frédéric Millon, ou encore Laurent Soli, qui est aujourd'hui le patron de Facebook France et le vice-président en Europe. Le deuxième mot qui m'est venu, c'est le mot santé. C'est la thématique qui a animé la première partie de votre carrière. Une carrière qui a débuté dans la sphère publique. Là, on reprend le schéma inverse que Carmen veut faire. Carrière qui a débuté dans la sphère publique, notamment au Conseil d'État, au ministère du Travail et des Affaires sociales ou encore au ministère de l'Économie et des Finances. On aura peut-être besoin de vous, du coup, après. Le troisième mot qui m'est venu, c'est mobilité. Mobilité pour illustrer votre arrivée en 2008 au comité exécutif de la SNCF pour créer et développer Gares et Connexions avec l'idée de faire des gares de véritables lieux de vie, ce qu'on avait peut-être un temps oublié. Le quatrième mot, c'est immobilier. Je suis obligé parce qu'on est quand même dans l'industrie immobilière, dans la fabrique de la ville, on a la Fondation Palladio, il faut bien qu'on revienne aux fondamentaux immobiliers, car vous avez créé une nouvelle branche d'activité au sein de la SNCF dédiée à la gestion, à l'aménagement, à la valorisation du patrimoine immobilier et foncier. Création officielle en janvier 2015, et à cette époque, cette direction immobilière avait tout simplement en gestion plus de 20 000 hectares de foncier,
pas moins de 12 millions de mètres carrés de bâtiments industriels et tertiaires et quelques 100 000 logements sociaux et libres. Ça vous donne un petit peu le terreau. Le dernier mot qui m'est venu à l'esprit, et n'y voyez aucune muflerie de ma part, c'est seniorité. Seniorité, c'est juste une astuce pour introduire votre nouvelle activité chez Korian. Et je vais demander à sa directrice générale de venir nous rejoindre. Merci beaucoup. Alors écoutez, d'abord, je suis très heureuse d'avoir l'occasion d'intervenir devant cette rentrée universitaire de la Fondation Palladio. Je voudrais commencer par dire que je trouve cette fondation une initiative absolument remarquable, je le dis devant Bertrand de Fédot, parce que vraiment d'avoir réussi à constituer finalement autour de ces métiers de la ville qui sont si divers et en même temps si centraux dans la vie de la cité, une telle richesse et de proche en proche un tel mouvement, c'est vraiment quelque chose de tout à fait remarquable. Et donc, je voudrais le saluer aujourd'hui. Peut-être je voudrais ce soir vous livrer à la fois un témoignage sur mon propre parcours, parce que vous êtes, je pense, à l'heure où on se pose des questions sur la manière dont vous allez engager, vouloir développer votre carrière professionnelle. Vous dire pourquoi moi, personnellement, je suis venue au métier de la ville et finalement l'immobilier a été, avec une diversité de parcours et de positions, toujours un fil rouge et va le rester pour moi très important. Et je suis heureuse aussi qu'on puisse être dans ce lieu qui incarne à ce point-là la ville. Et puis, je voudrais surtout vous inciter ce soir à penser au grand absent des mots-clés qu'on a vus au début. Je ne sais pas si ça vous a peut-être pas frappé, mais dans les mots-clés qui vous sont venus visiblement à l'esprit pour immobilier, moi j'étais très frappée de voir qu'il n'y avait rien du tout pour désigner l'homme, l'humain, les personnes. Je ne sais pas si on peut revenir sur la planche, c'est peut-être pas dans le processus, mais quand même ça vaut la peine de les regarder. C'est des mots incroyablement abstraits, alors que les métiers de l'immobilier, c'est d'abord des métiers dans lesquels nous avons la charge, nous, finalement, de créer, de construire, de concevoir, de faire vivre les lieux dans lesquels s'exercent toutes les formes d'activité humaine. Les lieux dans lesquels on se rencontre, les lieux dans lesquels on échange, les lieux dans lesquels on crée, les lieux dans lesquels on produit de l'activité économique. Et regardez, bon, il y a bien vivre. Mais c'est d'abord et avant tout pour des hommes et des femmes, pour des personnes. Et je pense qu'il faut que vous ayez toujours ça à l'esprit. À tout moment, dans tout ce que vous faites, quelle que soit finalement la forme que revêt votre activité professionnelle, votre spécialité professionnelle, l'objet même, et ça a été, je crois, très bien dit par Claire tout à l'heure, l'objet même, c'est bien de créer, de faire vivre les lieux dans lesquels nous vivons, nos sociétés vivent. Il y a vraiment une dimension profondément politique et citoyenne dans ces métiers. Je pense qu'il faut l'avoir toujours présente à l'esprit. Alors moi, personnellement, en fait, j'ai remonté la chaîne. J'ai commencé à m'intéresser à l'immobilier au départ pour mon premier métier, qui est un métier de juriste. J'étais juge pendant 10 ans et je suis venue d'abord à l'immobilier à la ville par le droit. Le droit de l'urbanisme, le droit de l'aménagement urbain. Et ça, c'était ma première rentrée dans ces métiers. Ensuite, je suis passée dans une deuxième dimension qui a été les transports, les réseaux de transport, en rejoignant une entreprise SNCF qui est une grande entreprise des différents modes de transport, terrestres, mais pas que d'ailleurs, et qui avait complètement oublié qu'en fait, les réseaux de transport sont faits pour relier des lieux de vie entre eux, et pour permettre d'ailleurs à des gens, des millions de gens de les utiliser tous les jours, et que donc c'est un élément consubstantiel de la ville. Et du coup, au sein de cette entreprise de transport, j'ai été amenée à finalement construire des métiers de l'immobilier, ou reconstruire des métiers immobiliers. Ils existaient en fait depuis le 19e siècle, mais on les avait un peu oubliés. Reconstruire des métiers de l'immobilier autour de la gestion de gares qui sont à la fois des lieux de commerce et des lieux de transport, autour de la constitution d'une foncière, alors ça a été dit, de logement, d'aménagement urbain, bref, tout le camailleux possible des activités immobilières liées à l'exploitation de ces réseaux de transport terrestres qui sont ceux de la SNCF. Et puis j'ai remonté il y a 2 ans, un tout petit peu plus la chaîne encore, en prenant cette fois-ci la tête d'une entreprise de service à la personne. Alors vous me direz, qu'est-ce que ça a à voir avec l'immobilier? Vous allez voir.
Corian, l'entreprise que je dirige aujourd'hui depuis 2 ans, c'est une entreprise spécialisée dans le soin et l'accompagnement de personnes fragiles ou dépendantes, personnes âgées le plus souvent. Nous gérons, exploitons, faisons fonctionner plus de 700 réseaux de soins, cliniques, résidences, services dans 4 pays européens, à la fois en France, mais aussi en Allemagne, en Belgique, en Italie, donc la vieille Europe. Et en fait, ce métier de service, c'est 49 000 hommes et femmes, surtout des femmes, 85% de femmes, qui s'occupent des quelques 200 000 personnes qui nous font confiance, qui nous s'adressent à nous chaque année. Donc vraiment une entreprise profondément humaine à tout point de vue. Et elle a une composante, cette entreprise de service, profondément immobilière. Parce que pour produire le service, accompagner, assister, héberger des personnes fragiles ou malades, ce qui est notre rôle, eh bien, nous avons besoin de lieux adaptés pour ce faire. Et donc, chaque année, Corian, c'est 200 000 euros d'investissement immobilier, c'est 50 projets de construction neuve ou de rénovation lourde. Bref, en fait, nous sommes à la fois une entreprise de service, mais nous sommes aussi profondément un promoteur, un développeur, un investisseur immobilier avec un actif, un portefeuille immobilier qui aujourd'hui vaut plus d'1 milliard d'euros. Donc en fait, vous voyez, à travers une activité de service, eh bien en réalité, la dimension immobilière est profondément présente. Et c'est une dimension immobilière spécialisée parce qu'elle s'appuie sur des usages. Et c'est ce à quoi je voudrais vous faire réfléchir aujourd'hui, vous qui êtes au début d'une carrière professionnelle qui va durer 20, 30, 40 ans. Je vous la souhaite longue et pleine de succès. Mais j'aimerais que vous réfléchissiez, en fait, pour qui vous allez concevoir, construire, financer la ville et les lieux de demain. Et je pense qu'il faut qu'on ait tous en tête qu'il y a eu une révolution massive au XXe siècle, et qui va se poursuivre au XXIe, qui est l'allongement de la durée de vie. Alors vous allez me dire, c'est un truisme, mais redisons-nous les choses. On a gagné en 100 ans, 30 ans d'années de vie. C'est-à-dire qu'en 1900, on avait en moyenne en France une espérance de vie de 50 ans. Et un siècle après, c'est 80 ans. Et on est en train, année après année, de grignoter. Aujourd'hui, c'est plutôt 85, voire 86, et ça se poursuit. Je voudrais vous donner un autre chiffre. Est-ce que vous avez en tête aujourd'hui combien il y a de centenaires en France ? Je reprends mon chiffre parce que je l'oublie. Il y avait 21 000 centenaires en 2016. On estime qu'en 2020, c'est-à-dire demain, il y en aura plus de 200 000. On est aujourd'hui, c'est pas dans très très longtemps, c'est juste maintenant. Là, je me souviens vous évoquiez que vous aviez un projet en livraison qui va être livré dans 5 ans, c'est ça ? J'essaie de retrouver le précédent intervenant. Eh bien, dans 5 ans, vous aurez un nombre de centenaires qui aura été multiplié par 10. Et puis, je voudrais livrer encore un ou deux chiffres juste pour qu'on réfléchisse bien à qui on s'adresse et finalement pour qui est-ce qu'aujourd'hui on conçoit et on développe des programmes immobiliers. Aujourd'hui, en 2015, pour 100 jeunes de moins de 25 ans, vous avez 75 personnes de plus de 65 ans. Ça, c'est la proportion. Si on se projette en 2050, et les bâtiments ou les programmes que l'on lance aujourd'hui, on espère qu'en 2050, ils seront toujours là. Eh bien, pour 100 jeunes de moins de 25 ans, vous aurez 122 personnes de plus de 65 ans. Les proportions et la composition de la population va changer radicalement, et ça grâce à cette conquête incroyable qui est cet allongement de la durée de vie. Et aujourd'hui, quand quelqu'un qui a 80 ans, quand il a atteint l'âge de 80 ans, il a encore en moyenne une espérance de vie de 11 ans. Donc je pense qu'il faut qu'on ait profondément conscience, que vous, personnellement, vous spécifiquement, que
les personnes, le type de population pour qui vous allez construire et exercer vos métiers va radicalement changer dans ses attentes, dans ses besoins, dans ses contraintes, et que la première des choses que vous avez à faire, c'est de comprendre cela et de l'intégrer très profondément en amont dans quoi que vous fassiez. Et c'est vrai lorsqu'on dessine un plan local d'urbanisme et qu'on s'interroge pour se dire quel type d'activité, quel type de logement, quel type de desserte transport, comment j'imagine l'évolution de mon tissu urbain. C'est vrai lorsqu'on conçoit un programme d'aménagement, et c'est vrai aussi quand on construit concrètement un bâtiment ou quand on réfléchit à son mode de gestion et à sa vie dans la durée. Et je voudrais vous donner des exemples très concrets. Aujourd'hui, les aménagements urbains, les bancs par exemple, ils ne sont absolument pas faits pour des gens qui auront peut-être ont plus de mal à se lever, à s'asseoir ou qui ont, pour des raisons simplement de fatigue ou de douleur articulaire, plus de mal à s'asseoir sur des choses très basses. Le mobilier urbain, aujourd'hui, on le conçoit pour des gens en bonne santé, pour des jeunes alertes. Quand on reprend ce que je viens de vous dire sur l'évolution de la population, c'est vraiment quelque chose auquel il faut penser tout de suite. Deuxième chose, avec la domotique, avec les incroyables perspectives que nous offre aujourd'hui toute la digitalisation et tout ce que l'on peut imaginer comme intelligence embarquée dans les bâtiments, on a vraiment l'occasion de penser dès l'amont la manière dont les gens vont vivre durablement dans les bâtiments que l'on construit aujourd'hui. Mais ça suppose d'embarquer très très tôt le design et l'usage. Et donc moi, il y a 3 choses qui me semblent extrêmement importantes dans ce qui est en train de se jouer devant nous. D'abord, dans les métiers de l'immobilier, il faut commencer par penser usage. Et ça, c'est une vraie révolution parce qu'aujourd'hui, la segmentation des choses, le financement des programmes, la manière dont on les conçoit, l'organisation de la propriété et de la gestion dans la durée de vie d'un bâtiment, tout pousse à ne pas penser usage. Tout pousse à penser d'abord rentabilité, exécution technique, et puis l'usage, ça vient après. Puis on le plug par-dessus. On distingue le gros œuvre et puis les équipements. Tout pousse aujourd'hui à segmenter. Et ça, c'est une approche, en tout cas, j'aimerais que vous qui êtes vraiment l'avenir de ces professions, vous vous disiez que ça, c'est une approche d'hier, d'avant-hier. Il faut que vous arriviez, vous, à pousser une vision complètement différente et complètement intégrée sur les usages. Après, je pense qu'il y a une deuxième révolution devant nous, elle découle de celle-là, qui est de reconcevoir complètement la manière dont les différents métiers de l'immobilier s'articulent entre eux. Autrement dit, et ça je le vis tous les jours dans mon métier de chef d'entreprise, un système dans lequel le promoteur livre son truc, encaisse sa marge de promotion, envoie ça à l'investisseur qui se désintéresse complètement de savoir comment l'exploitant, et moi je suis un exploitant, va se débrouiller ensuite avec le bâtiment pour les 20 et en pratique pour les 40 prochaines années, c'est absolument plus adapté. Donc il faut qu'on trouve un moyen de beaucoup mieux interconnecter ces différentes composantes pour arriver à des programmes intelligents et évolutifs qui embarquent les usages et qui embarquent la manière dont les gens vont vivre à l'intérieur. Et ça m'amène à la 3e évolution qui pour moi est clé, c'est la mixité des usages plutôt que la spécialisation des villes. Et ça, moi j'ai un espace de jeu qui me permet de voir qu'aujourd'hui en France, on est encore très en retard là-dessus par rapport à ce que je peux voir en Allemagne ou en Belgique. Je vous donne un exemple. En Belgique, on a construit près d'Anvers, dans une banlieue d'Anvers, donc on n'est pas en plein cœur de ville, dans un truc très noble ou très pointu, c'est vraiment un quartier d'habitation très normal. On a construit un programme de 60 000 m² qui s'appelle Senior Plaza, et dans lequel vous trouvez dans un même lieu à la fois des logements qui ont des logements en accession à la propriété, enfin tout ce qu'il y a de plus classique, une maison de retraite très médicalisée pour des gens très dépendants,
des espaces de soins, kinés, médecins qui sont installés au rez-de-chaussée, le tout est dans le même bâtiment, des résidences-services pour seniors ou pour étudiants qui sont encore à côté mais qui partagent le même emprise. Et le programme a été conçu de telle sorte que par ailleurs tous les commerces de pieds d'immeuble, parce qu'on est encore une fois dans un quartier de ville, tous les commerces de pieds d'immeuble ont dans leur cahier des charges d'être accessibles aux personnes à mobilité réduite. Autrement dit, le restaurant ou le bistrot, c'est un bistrot, vous pouvez y aller en fauteuil et c'est fait pour. Et c'est parfaitement normal que vous alliez en fauteuil. Il y a une entrée qui est destinée aux gens qui habitent là, et il y a une entrée aussi qui est destinée aux personnes du quartier, une entrée normale. Ça, pour moi, c'est évidemment comme ça qu'il faut penser désormais la ville, avec une capacité à faire vivre harmonieusement ensemble des populations, des personnes qui ont des attentes, des capacités très très différentes et qui en même temps ont beaucoup de choses à faire ensemble. Et quand on regarde aux deux spectres aujourd'hui de la population, les gens qui ont le plus de temps et qui ont finalement les mêmes aspirations et les mêmes modes de vie, c'est finalement les générations des jeunes, des moins de 25-30 ans, et les générations des plus 70-75 ans, qui ont finalement assez largement des aspirations et des modes de fonctionnement qui peuvent se rejoindre. Et donc il faut qu'on organise nos villes, il faut qu'on organise nos programmes urbains pour permettre ces cohabitations. Ça amène à un autre sujet aussi, qui est celle de notre capacité à concevoir non pas des choses en silo. J'ai un quartier de bureaux, et ça n'est que du bureau, et le soir c'est fermé, et il ne se passe plus rien. Modèle La Défense, mais même les quartiers d'affaires de Paris sont conçus pareil, versus des endroits dans lesquels je suis capable, parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça que les gens veulent vivre, c'est comme ça aussi que les entreprises fonctionnent, je suis capable vraiment d'avoir dans des mêmes lieux, sous des mêmes toits, dans des mêmes emprises, des lieux qui soient à la fois des lieux de résidence, des lieux de vie, des lieux d'études, et qui soient aussi des lieux de travail. Et ça, pour moi, on a beaucoup à apprendre de ce qui se fait pas très loin de chez nous, juste un peu au nord des frontières françaises. Et c'est vous qui allez mener cette évolution-là. C'est votre génération qui va la faire. Voilà, je voudrais vraiment c'était les quelques messages que je voulais vous transmettre ce soir à partir de ma propre expérience. Et vraiment de grâce, n'oubliez jamais les personnes d'aujourd'hui, de demain et d'après-demain pour qui vous travaillez. N'oubliez jamais que ça pourra être vous, ou vos parents, ou vos grands-parents, et que finalement, d'une problématique qu'on a un peu poussée, qui était celle de l'accessibilité des personnes à mobilité réduite, qui depuis 2005 a progressivement fait émergence dans le droit français, en fait, aujourd'hui, la chance qui est devant nous, c'est de pouvoir vraiment construire et développer des villes inclusives dans lesquelles cette immense diversité de générations qui va être notre horizon du XXIe siècle peuvent avoir la chance et l'expérience unique de vivre ensemble et de contribuer à la richesse et aux échanges que nos villes peuvent rendre possibles. Donc voilà, ça c'est ma vision. Et j'espère que c'est celle que vous allez rendre possible et construire dans les années et les décennies qui viennent. Merci beaucoup. Je vous retiens encore 2 minutes. D'abord, j'ai juste une question avant qu'on voit un dessin. Est-ce que le contexte réglementaire, aujourd'hui, en France, permet cette mixité, cette ville inclusive que vous venez de nous décrire? Ou est-ce qu'il y a encore aujourd'hui des blocages, vous qui avez connu le public et qui êtes maintenant dans le privé, est-ce qu'il y a encore des blocages à ce niveau-là? Bien sûr que non, ça ne le rend pas possible, ou en tout cas ça demande des subterfuges et des accommodements permanents avec la règle. Et je crois que c'est l'une des précédentes intervenantes qui témoignait, qui le disait, voilà, vous êtes là, c'est tout à fait exact. Aujourd'hui, notre réglementation, elle conduit à faire ces silos, à faire ces boîtes qu'on juxtapose, et dès qu'on veut essayer de créer des passerelles, je reviens sur mon exemple de Monseigneur Plaza à Anvers,
C'est un bâtiment recevant du public. Alors, vous avez toute la réglementation incendie qui va bien. Je pense que c'est vraiment, pour moi, le combat d'après, ou le combat de maintenant, d'arriver à faire comprendre qu'à la fin des fins, trop de règles conduit à juxtaposer des boîtes de petits pois, les unes à côté des autres, au lieu d'avoir des lieux qui sont faits pour l'échange et la vie en commun. C'est le prochain combat. Je voudrais qu'on voit maintenant un dessin. C'est un dessin de Philippe Gueluc, Le Chat. Et je voudrais juste un tout petit commentaire. Je crois que c'est une vision extrêmement juste et extrêmement souriante finalement de ce qu'est cette chance de nos sociétés du XXIe siècle. C'est que finalement, nous avons tous beaucoup de chance au sens statistique du terme de vivre vieux et très vieux, beaucoup plus vieux que les générations qui nous ont précédés. Et donc, c'est finalement qu'est-ce qu'on a envie de faire de ce temps de vie supplémentaire qui nous est donné et de cette opportunité assez formidable d'avoir aujourd'hui capacité à échanger avec tant de générations différentes, 4, 5 générations parfois dans les familles et dans les lieux dans lesquels nous vivons. Donc voilà, c'est un supplément de vie qui nous est donné et c'est comme ça que je lis moi ce dessin de Gueluc. Merci beaucoup. Merci, on peut l'applaudir. Merci. Merci pour votre témoignage. Je vous propose maintenant d'aborder la dernière séquence de cette soirée avec la remise des bourses Palladio. Et là, je vais demander à Bernard Michel, président de Gessina et président du comité des bourses de la Fondation Palladio, de nous rejoindre. Je vais laisser le pupitre, cher président. Peut-être quelques mots d'introduction. Comment s'est déroulée cette campagne 2017 sur le nombre, la qualité des dossiers, avant qu'on puisse remettre les bourses ? Tout d'abord, la qualité, bonjour à toutes et à tous, la qualité était excellente, encore meilleure que pour les années précédentes. Je rappelle que la Fondation, avec son comité des bourses, vise à soutenir des étudiants, des doctorants, des post-doctorants pour la poursuite de leurs études et sur des travaux de thèse qui concernent et qui intéressent bien sûr la profession immobilière. C'est un soutien financier, c'est une bourse de 10 000 €. C'est surtout, je crois, et on retrouve la question de l'humain qui a été évoquée tout à l'heure par Sophie Boissard, la création de relations entre les étudiants et les chercheurs, entre les étudiants, les chercheurs et les entreprises de l'immobilier. Et au fond, c'est cela que nous cherchons à faire. Nous cherchons à faciliter aussi ce dialogue, tout bien sûr en aidant les étudiants à poursuivre leur thèse. Et on les aide comment ? On les aide parce que ça leur donne accès à des tribunes qui leur permettent de présenter leurs travaux. C'est le cas notamment du colloque de recherche annuel que nous organisons chez Gessina. Ce sont des articles édités dans les cahiers Palladio et sur le site de la Fondation. C'est aussi l'accès à un réseau professionnel qui leur permet une bonne insertion professionnelle. Bref, c'est la fertilisation croisée entre l'université, la recherche, les entreprises, avec la diversité des talents, la diversité des origines au service de ce métier, toutes les langues de l'immobilier, évoquées tout à l'heure aussi, et avec le fait que ça permet aussi à nos étudiants, à nos étudiantes, à nos chercheurs, bien sûr, d'avoir un contact direct avec la société, avec la vie concrète, avec la ville telle qu'elle s'organise. Petit bilan, comme je fais tous les années, de 2010 à 2017, 8 campagnes de bourse déjà, 582 dossiers de candidature reçus et analysés sur cette période, 207 candidats et candidates auditionnés par le comité des bourses, 84 bourses qui ont été octroyées, et dont 25 bourses qui ont été ensuite renouvelées. Au fond, c'est un très gros travail. C'est la raison pour laquelle je voudrais, une fois ici encore, remercier les membres du comité des bourses que je préside, Marjolaine Alquier de Lépine, Marie Zolagnon, Stéphane Bureau, Éric Cossera, Jérôme Durand, Antoine Fray, Dominique Jacquet, Dorian Kelbert, Barbara Korignoguine, Yann Perchet, Philippe Richard,
auquel je rends un hommage particulier pour tout le travail qu'il a réalisé avec nous, Bernard Roth, Philippe Valade et Christelle Zordan. Et puis, ils me permettent de dire cette année que je vais passer le témoin. Parce que, comme c'est une affaire d'hommes, d'humains, d'hommes et de femmes, au fond, il faut aussi renouveler. Alors, on a eu une femme qui était la première présidente, Marisol Agnon. Puis ensuite, j'ai repris le témoin. Alors, on aurait pu penser que ce serait une femme. Ben non, on a choisi que ce serait plutôt un homme encore, avec Philippe Zivkovic, qui présidera donc le comité des bourses pour la prochaine session du jury. Les critères de sélection, l'excellence des candidats, ils le sont. La pertinence et la qualité de présentation du projet, ça c'est un point sur lequel nous regardons précisément les choses. La qualité du parrainage académique ou professionnel. Et puis surtout, la contribution du candidat ou de la candidate à la création de la connaissance dans le domaine de l'industrie immobilière et de la construction de la ville, par la réalisation de travaux publiables par la Fondation ou par tout autre organisme. Cette année, 96 dossiers de candidature, 50% de candidats étrangers, 64% de candidatures féminines. Moyenne d'âge 29 ans, le plus jeune ayant 21 ans, 31 lauréats auditionnés, 31 candidats auditionnés, 11 lauréats, dont une poursuite d'études et 10 doctorants. Pas de post-doctorants cette année. S'y ajoutent, bien sûr, comme tous les ans, des renouvellements. Il y en a eu encore 5 cette année, sur lesquels je reviendrai. Ça fait donc 16 lauréats. Et au titre de 2017, nous arrivons, je dirais, une fois de plus, à une parfaite parité femmes-hommes. Alors, ce n'est pas parce que Gessina est le numéro 1 de la parité du SBF 120, c'est parce que, comme je le dis et que je le souhaite en général, c'est qu'il faut que ça devienne naturel. Alors, on me dirait, 64% de candidates, on n'arrive qu'à 50%, est-ce que c'est équitable ou pas? Je ne sais rien, en tout cas, la parité, c'est ça aussi, c'est d'arriver assez naturellement à ce qu'il y ait une équité dans la répartition de ces bourses. Alors, les lauréats sont regroupés en 3 grandes rubriques, l'immobilier résidentiel, les marchés et les acteurs, les transports, territoires et l'économie, et puis le développement durable. Donc ça sont les 3 grandes rubriques. Il n'y avait pas cette année de dossier touchant la question du Grand Paris, il y en avait eu les années précédentes. Rigueur de la présentation, maîtrise des sujets, les décisions étaient prises, je vous rassure, à la quasi-unanimité du jury. Et nous avons surtout examiné cette année le caractère concret et l'ouverture internationale des projets de recherche. Puis nous avons également essayé de comprendre s'ils apportaient quelque chose de significatif pour nos décideurs publics. Les parrainages étaient de grande qualité, l'école des Ponts, l'école normale supérieure, l'école d'économie de Paris, l'ESSEC par exemple. Et l'international, ça reflète le fait que ça a créé des liens à l'international avec Montréal, Lausanne et Milan. Mais aussi des liens avec le milieu professionnel et public par des organismes comme l'INDENDA, le CSTB, l'ADEME. Avant de passer, bien sûr, au palmarès proprement dit, je sens bien que je crée une attente qui est très assez insoutenable maintenant, mais c'est comme ça, c'est la règle tous les ans, et encore, on m'a demandé de faire court. Mais on n'est pas obligé de suivre le déroulé. Hein, oui, si, je le suis toujours. Je suis très scolaire dans mon affaire pour ne pas faire d'erreur. Alors on pourra en sortir un peu, mais là, pour l'instant, on est encore dans le déroulé. Ouais, je l'ai connu moins scolaire quand même. Oui, c'est vrai. Mais là, c'est devenu scolaire un peu maintenant. J'ai toujours été un bon élève, alors je ne peux pas m'en empêcher. Bon, je voudrais souligner l'engagement des fondateurs et des mécènes de la Fondation, celui du Cercle 30 aussi, et des autres partenaires de Palladio, qui accompagnent ensuite, en plus, nos lauréats dans leur vie professionnelle. Je voudrais maintenant venir au palmarès proprement dit avec un certain nombre de recommandations. Premièrement, je ne remettrai pas le trophée.
Ça, c'est pas sympa. Les noms et les photos des candidats et de leurs établissements apparaîtront sur des slides qui vont défiler au fur et à mesure. Le lauréat se lèvera ou la lauréate se lèvera et une hôtesse lui remettra le trophée. Ça, c'est pour éviter tout accident. Donc le lauréat ne montera pas sur scène. Désolé. C'est comme ça. Et puis, par contre, je ferai un court commentaire à chaque fois sur chaque lauréat. Et ces lauréats ont fait un excellent travail qui fait que, en général, vous allez comprendre qu'ils sortent des idées reçues, parce que c'est ça qui a été le principal critère, c'est d'essayer de faire une source d'inspiration pour nos entreprises. Et moi, j'avais remarqué dans le premier slide avec les mots qu'apparaissait le mot aménagement, et on sait à quel point l'aménagement est un point important aujourd'hui pour des politiques comme la politique du logement, pour la question de la mixité des usages ou des territoires, la mixité des immeubles, la mixité des quartiers. Le deuxième point, c'était l'innovation. Et vous savez que je suis très fervent d'innovation. Je crois que la révolution numérique, des notions comme l'économie du partage, des notions comme la mixité des usages, des notions comme le télétravail ou les tiers-lieux par rapport aux façons de travailler qui elles-mêmes se révolutionnent sous nos yeux en permanence, sont des questions très importantes qui, quelque part, se reflètent aussi dans ces travaux. Et je pense qu'il faut continuer tout cela de cette manière, parce que c'est aussi notre réponse, la réponse de l'immobilier et des métiers de l'immobilier, à un mauvais procès qu'on nous fait en nous traitant de métiers de rente, alors que nous sommes des métiers de développement, d'investissement, de prise de risque et de création d'emplois. Personnalité très importante que je vais maintenant citer, avec le souhait, bien sûr, qu'ils intègrent bien la Société des boursiers Palladio, qu'ils intègrent bien le mouvement de Palladio, c'est le caractère profondément humain qui se caractérise ainsi par le biais de la Fondation Palladio. Le premier lauréat en poursuite d'études, c'est Valentin Puech. Alors voilà, ça marche bien. Il se lève et on peut l'applaudir. Valentin Puech est en fin d'un double parcours en génie civil à l'École des Ponts et en architecture à l'École d'architecture de Marne-la-Vallée. Il poursuit ses études en Master 2 d'architecture à l'ENSA Paris-Belleville. Il a un profil d'ingénieur et d'architecte, ce qui est finalement assez peu répandu en France par rapport à d'autres pays. Et donc, nous souhaitons tous ici bonne chance à Valentin pour une carrière qui sera vraisemblablement très brillante. Et puis, il y a 10 lauréats doctorants. Alors, je commence par Tiffaine Abenia. Je vérifie. Sur une thèse qui traite du bâtiment abandonné à l'architecture reclassée, potentiel des grandes structures urbaines en suspens. Alors voilà, ça c'est un sujet très interdisciplinaire qui touche à tous les langages de l'immobilier et qui pourrait montrer que la valorisation d'un immeuble dépend aujourd'hui aussi de la qualité urbaine qui l'entoure. Et puis je passe ensuite à Luis Estevez Boluz. Une thèse sur l'évolution à long terme de la richesse immobilière et en faisant une comparaison internationale. Et je suis assez ravi parce que je trouve qu'il n'y a jamais assez de sujets juridiques et financiers. Enfin, il y en a un peu plus maintenant à force de le signaler au fil des comités, des bourses. Et ce sujet va faire d'autant plus plaisir que son approche est internationale et que son ambition est la création d'une base de données. Et la clé, maintenant, vous le savez, c'est le data et l'exploitation du data, puisque nous disposons maintenant d'instruments de traitement de ces data avec l'intelligence artificielle, qui sera vraisemblablement aussi une grande contribution à la modernisation de nos métiers. Ça va faire plaisir à mon président. Alexandra Jarotsin.
Thèse sur l'impact de la mixité culturelle sur la fourniture de biens publics et son influence sur les attitudes individuelles et collectives en Tanzanie et Afrique de l'Est. Donc ça, c'est un sujet qui pose aussi la question de l'Afrique, qui nous est chère, qui est au moins aussi essentielle que la question de l'Europe continentale. Les deux sont liés. Les sujets de recherche sous un angle économétrique, en plus, ne sont pas nombreux, donc je m'en réjouis aussi. Là, c'est un peu le financier qui parle. Comme pour les autres lauréats, bien sûr, nous attendons d'Alexandra que ces travaux se poursuivent pour que nous puissions tous en tirer profit. Je cite maintenant Laura Agel, dont le thème est la mutation des sites commerciaux et des jeux d'acteurs, nouveaux enjeux fonciers et urbanistiques pour des villes plus durables. Alors cette thèse s'effectue en CIFRE chez Adinda, société lilloise qui travaille sur des sites commerciaux. C'est un grand sujet à l'heure qu'il est, puisqu'on s'interroge beaucoup, ça rejoint la thématique évoquée ici ce soir déjà, le rapport entre les périphéries et les centres des villes moyennes et des métropoles. La question des territoires devient totalement clé avec la question du logement et des transports. Et au fond, ce sujet qui donne la dimension des sites commerciaux en plus sera très intéressant pour nos métiers. Mathilde Marchand. Sur la planification énergétique dans la ville intelligente, outils et stratégies d'acteurs, une étude comparative entre la France et la Suisse. L'ADEME est partenaire de ces travaux, et c'est bien. Ce sont des travaux de recherche dont l'intérêt, outre la question de planification et de transition énergétique, est de comparer justement les deux démarches. Je ne sais pas si la démarche est meilleure en Suisse ou en France. En tout cas, je pense que ces deux pays ont sûrement beaucoup de choses à apprendre l'un de l'autre. Et donc, nous allons bien sûr regarder de près les conclusions de cette thèse. Ensuite, nous passons à Francesco Pantalone. Contribution au développement des constructions optimisées et durables à l'aide des technologies innovantes. Alors là, ça me ravit, puisque l'un de mes sujets, c'est d'essayer de comprendre comment on peut mettre en relation, bon, je vais mener une initiative dans ce domaine bientôt, comment on met en relation les institutionnels de l'immobilier, les grandes sociétés immobilières, avec les start-up de l'immobilier. Il y en a plus de 200 aujourd'hui. Il y a une capacité énorme, je dirais, de travailler ensemble, et donc je formule ce soir le vœu d'arriver rapidement à créer un réseau qui permette à toutes ces entreprises de travailler ensemble. Les technologies innovantes robotisées en plus, fabrication additive avec des matériaux biosourcés. Alors bon, on est dans quelque chose de finalement très très pointu, mais mon commentaire, c'est que derrière ce titre assez technique, les ambitions de la thèse, c'est de rapprocher en réalité encore plus la conception avec la mise en œuvre. Et c'est ça qui est important dans votre thèse, et c'est ça qui a convaincu notre jury. Marie-Aimée Prost, qui a traité le couple région-métropole, politiques et dynamiques d'éco-développement en Auvergne-Rhône-Alpes, donc en France, et dans le Piémont en Italie. Donc vous voyez, à chaque fois, on retrouve quand même cette dimension internationale, et c'est très bien comme ça. Et au fond, ça veut dire aussi que ça pose la question de la consolidation ou pas du tandem région-métropole, quelque part, sujet totalement d'actualité sur la métropole du Grand Paris, mais en la spécifiant par la question de l'éco-développement des territoires et de leur gouvernance. Donc ça, c'est un sujet passionnant parce que ça traite de la question des métropoles et de la gouvernance de ces métropoles, mais au travers d'un angle très spécifique. Et je pense que c'est comme ça qu'on réussira à construire des métropoles, c'est en leur fixant de grands enjeux, de grandes ambitions, partagées avec les citoyens. C'est un thème que l'Institut Palladio va sûrement suivre également avec beaucoup d'attention. Je passe maintenant à Andri Rabetanetti. Je dis Andri parce que c'est le surnom qu'on donne à Andri Niana.
Compliqué à dire. Donc je préfère dire Andry comme tout le monde. Et Andry est souffrant, pardon. C'est un homme en plus. Andry est souffrant. Et Andry a traité de la mesure de la performance des fonds private equity immobiliers. Alors voilà, encore un sujet financier intéressant. Décidément, cette année, nous avons sélectionné beaucoup de... Oui, c'est un peu orienté, non ? Oui, c'est exprès. C'est naturel comme la parité homme-femme, ça. Et ce sujet, bien sûr, a bénéficié d'une grande ouverture internationale des travaux et il nécessite, bien sûr, au-delà des travaux et de la théorie, dans ces domaines, que les acteurs concernés puissent se les approprier. C'est un enjeu très intéressant pour le métier du private equity. Mariona Segou, qui est absente car en séjour de recherche au Centre Furman de New York pour sa thèse, qui concerne les impacts des politiques, réglementations et phénomènes urbains sur le marché du logement. Alors là, le sujet du logement, qui est totalement d'actualité et avec des contributions de chacun d'entre nous pour essayer de faire mieux régler cette question. C'est un sujet donc qui fait l'objet de cette thèse, et notamment sur la question de l'influence des nouveaux comportements sur les prix et loyers du logement. Et ça, c'est une question totalement d'actualité. Les comparaisons qui seront faites concerneront notamment New York et Barcelone, ce qui donnera une forte consistance à ces travaux et permettra d'essayer d'imaginer peut-être aussi des solutions pour la France au travers de ces comparaisons. Marios Vekinis, sur sujet plus industriel, sur le développement de systèmes préfabriqués en pierre, avec, là pour le coup, des partenaires comme le CSTB et les Compagnons du Devoir. Et moi, ce que j'espère, c'est que ces travaux vont montrer que la pierre, matériau noble par excellence en réalité, peut retrouver sa place et la place qu'elle mérite dans les constructions, dans nos constructions. J'en ai terminé sur les 10 lauréats, et maintenant il y a des renouvellements. Alors il y en a 5. Ces renouvellements concernent Lucie Morand, qui travaille sur le plan, qui est un outil générateur de stratégie d'urbanisation durable, mais avec quelque chose de très spécifique, c'est sur un cas d'étude qui se situe en Chine, à Xiamen, où il y a, effectivement, nous l'avons compris au travers de la présentation, une expérience tout à fait intéressante. Et c'est vrai que le plan est un outil central, de même que l'urbanisme est un outil central. Et au fond, la question de la planification urbaine, elle aussi, à mon avis, devrait être d'actualité, notamment au niveau de la métropole du Grand Paris, qui, quelque part, a beaucoup de financement, beaucoup de moyens, beaucoup d'acteurs, qui, avec un bon chef d'orchestre et avec une simplification des structures, devrait nous permettre d'aller plus vite et plus loin. Il y a un peu trop de musiciens, là, c'est ça ? Peut-être, oui. Mais il faut un chef d'orchestre qui arrive à les faire jouer de manière harmonieuse et avec un vrai projet. Et au fond, ce projet, je pense qu'il existe en réalité. Il suffirait de travailler tous ensemble, je dis tous ensemble, et ensuite, je dirais, d'avoir un plan d'action très clair, avec des objectifs quantitatifs, avec, je dirais, une vraie volonté. Je ne dis pas qu'il n'y ait pas la volonté. Je dis que les acteurs sont là, mais qu'il faut quand même orchestrer un peu mieux les choses. Ludovic Pépion. Sur un sujet qui est construire à durée, architecture, rythme et production. Alors ça c'est architecture et développement durable en réalité. Vaste programme, toujours d'actualité dans nos métiers, passionnant. Et ça se fait par l'intermédiaire d'un essai de démonstration qui essaye de voir si nous avons la capacité ou non, au niveau de l'architecture, à constituer un patrimoine transmissible, donc durable, et non seulement, et donc pas seulement événementiel. Romain Rousseau-Perrin, qui est absent, dans le cadre de sa thèse, en voyage au Japon en ce moment, sur les enjeux d'une réduction des espaces d'habitation. C'est l'idée de la considération d'habiter en maison individuelle dans la centralité. Alors comment faire dans des zones denses
pour recréer des endroits assez petits, mais qui créent de l'habitation individuelle. Alors c'est un sujet très intéressant qui est un sujet d'innovation en réalité dans la façon d'urbaniser. Donc c'est un paradoxe, comment habiter dans une maison et vivre au centre-ville dans des zones denses. Et il a bousculé les idées reçues. Nous avons été tout à fait passionnés par son travail. Et son séjour au Japon, justement, va tout à fait dans ce sens. C'est essayer de confronter ce qu'il a trouvé pour nous, au niveau technique, technologique, architectural, avec la réalité nippone. Amélie Sotura, qui poursuit son travail sur l'importance relative des déterminants des prix de l'immobilier. Alors là, totalement d'actualité aussi, c'est pour ça qu'on a travaillé sur un renouvellement de bourse, puisque c'est la question du rôle de la puissance publique. Et en plus, elle étudie le cas français, donc on est pile dans l'actualité. Et c'est un travail, ce sont des travaux assez rares en matière d'économie immobilière. Et donc nous attendons bien sûr qu'Amélie poursuive ce travail, qui est un regard très critique sur le rapport entre les politiques publiques et la réalité des marchés. Et au fond, on sent bien qu'aujourd'hui, il y a une très forte interrogation sur cette question, sur le rôle de la puissance publique, sur les financements publics et la réalité des progrès qu'on constate ou pas dans les marchés immobiliers. Et puis Dimitri Toubanos sur donc un renouvellement sur la conception architecturale au service du développement durable, analyse transversale des propositions contemporaines des maîtres d'œuvre. Et en réalité, le sujet, c'est quelles attitudes de projet et quelles situations de conflit peut-on repérer dans le processus de conception architecturale durable des projets de logement en Europe de 2007 à 2015. Donc ça, c'est très intéressant parce qu'on retrouve la question du logement, mais avec l'angle développement durable. Et vous êtes, Dimitri, en phase de rédaction, je crois, après 3 ans passés en convention CIFRE au sein du groupe SNI, et le groupe SNI qui, justement, est très intéressé par toutes ces questions du logement. C'est dire à quel point votre thèse est et sera concrète. Et bien sûr, nous attendons avec attention la soutenance de cette thèse. Et j'en termine en félicitant toutes les candidates et tous les candidats. Bravo à toutes et à tous et bienvenue chez Palladio. Et on peut encore les applaudir. Merci beaucoup. Merci, Président. On est dans le timing. J'ai quelques rendez-vous à vous donner avant de terminer cette rentrée universitaire. D'abord sur la prochaine campagne des bourses qui est lancée dès ce soir. Et vous avez un flyer qui vous indique tout le processus pour candidater. Vous retrouverez bien évidemment toutes les informations sur le site web de la Fondation Palladio. Également pour ceux qui pratiquent LinkedIn et QQI, Twitter, là vous allez retrouver tout ça. Il y a d'autres rendez-vous qui sont prévus et qui s'affichent, notamment dans le cadre du CIMI qui se tient du 6 au 8 décembre prochain à Porte-Maillot à Paris, et notamment le vendredi 8 décembre avec la remise du prix junior de l'immobilier parrainé par la Fondation Palladio. Alors je crois que si on veut candidater, maintenant c'est pour 2018. Donc, et puis vous retrouverez bien évidemment l'année prochaine, le 15 février 2018, le forum des métiers de l'immobilier et de la ville, Palais des Congrès, Porte-Maillot. Visiblement c'est une bonne adresse, donc on la garde. Je vous rappelle que vous y retrouverez la 2e édition de l'étude de nos amis d'EY, la Fondation Palladio et Businessimo. Ça y est, j'ai placé Businessimo devant mon président. C'est bon, j'ai failloté. Super. Merci. Je vais laisser la parole et le mot de conclusion au président de la Fondation Palladio, Bertrand Feydeau. Merci Gaël. À vous l'honneur de conclure. Voilà, et donc il m'appartient de conclure cette 9e édition de la rentrée universitaire Palladio. Conclure et pas prolonger, m'a-t-on bien précisé. Donc, je vais être très bref. Ce soir, au fond, j'ose dire, vous êtes entré en ville. Entré en ville, c'est-à-dire que vous avez mis un pied dans cet univers des urbains qui vous permettra d'avoir dans votre vie professionnelle
2 éléments qui sont essentiels. Le premier, c'est que vous aurez une activité passionnante. Vous avez vu tout à l'heure la grande diversité des métiers. L'étude EY est une merveille de travail, d'objectivité. Et je pense que vous avez, avec ce document, un panel de toutes les activités professionnelles auxquelles vous pouvez vous adonner et qui vous montre la richesse de ces filières, richesse qui est elle-même augmentée par la capacité, comme on l'a vu tout à l'heure, de passer de l'une à l'autre. Et la seconde raison qui fait que je suis convaincu que vous aurez une belle vie professionnelle, c'est qu'en travaillant pour la ville, vous consacrerez votre intelligence, votre énergie aussi à l'intérêt général. La ville va concentrer au XXIe siècle à la fois toutes les espérances, mais aussi toutes les tensions, toutes les difficultés du monde dans lequel nous entrons et qui évolue à une vitesse considérable. Et donc, en choisissant de rentrer dans ces métiers de la ville, eh bien, vous choisissez aussi de servir votre génération et les nombreuses générations qui seront encore présentes dans les années qui viennent, comme on vous l'a expliqué tout à l'heure. Voilà, donc je m'en réjouis infiniment et je n'en dirai pas plus. C'est vraiment une grande joie que de voir une génération entière entrer, s'adonner à ces métiers de la ville. Je voudrais maintenant faire quelques remerciements. Je voudrais remercier Alexandre Labasse qui nous accueille ce soir, mais bien qu'il ne soit pas là, dans ce magnifique bâtiment du pavillon de l'Arsenal, qui, je crois, particulièrement adapté à ce genre de manifestation. Je voudrais remercier très sincèrement Sophie Boissard, qui nous a délivré avec tellement d'intelligence et de délicatesse sa vision des âges de la vie. C'est, je crois, quelque chose qui nourrit notre réflexion. Construire une ville qui permette l'éclosion, la complémentarité des âges de la vie. Merci beaucoup, Sophie. Merci de ce message que vous nous avez délivré. Je voudrais, vous pouvez l'applaudir, hein, je crois que... Et puis je voudrais appeler auprès de moi quelques instants Bernard, je voudrais te demander de revenir à côté de moi, et Philippe, qui est là et que l'on a cité tout à l'heure. Voilà. Je voudrais leur faire un remerciement tout particulier. Bernard a rempli cette mission d'animer, de présider le comité des bourses. Viens Bernard. Viens Philippe. A rempli cette mission et si je lui demande de revenir parmi nous, ici, c'est parce que je voudrais que vous appréciez à sa juste valeur le fait que des dirigeants d'entreprises très importantes consacrent tant de temps à regarder votre travail, à l'honorer et à le soutenir, l'encourager. Je pense que sa présence représente aussi tous ceux qui composent ce comité des bourses. C'est un travail très considérable et je pense que Palladio permet ce genre de choses et je souhaiterais vraiment que, à un moment où Bernard va passer ses fonctions à Philippe Ziskovitch, vous l'applaudissiez pour le remercier de tout ce travail qu'il a fait pour vous. Et puis enfin, je voudrais remercier tout particulièrement Philippe. Vous connaissez tous ici Philippe. Philippe est un palladien de la première heure, plus que de la première heure. Je ne citerai qu'une chose. Lorsque nous avons décidé de créer la Fondation Palladio, ça va faire 10 ans, nous nous interrogions bien naturellement sur le nom que nous allions lui donner. Et voilà, on avait eu différentes possibilités. À chaque fois, vous savez, le choix des noms, c'est très difficile. Et c'est Philippe, un jour,
c'est peut-être le fruit d'une insomnie, j'en sais rien, qui est arrivé en disant mais pourquoi est-ce que nous ne retiendrions pas le nom de Palladio? Et ce nom a non seulement recueilli l'assentiment général, mais il a traversé ces 9 années en s'enrichissant chaque fois. C'est étonnant de voir comment cet homme de la Renaissance nous délivre chaque fois un message nouveau sur l'avenir de la ville et comment son nom sonne comme un espèce de rayon de soleil qui vous accompagnera, je l'espère, tout au long de votre vie professionnelle. Je n'évoquerai que cet apport de Philippe parce que ce serait beaucoup trop long d'évoquer tout ce qu'il a fait. Philippe a travaillé pour Palladio après avoir travaillé pour l'université, et continue à travailler pour l'université, avec intelligence, cœur et surtout souci de la transmission. Voilà, je voudrais saluer le travail de Philippe, le remercier infiniment de ce qu'il a fait et vous dire que s'il n'était pas là, vous ne seriez pas des Palladiens. Merci à vous trois. Alors pour ceux qui ont reçu des prix, vous venez ici pour la photo. Pour le comité et le jury, vous venez également pour la photo sur scène. Les autres, vous avez des petits rafraîchissements derrière. Et pour ceux qui veulent filer tout de suite, il y a des sacs Businessimo et Forum des métiers de l'immobilier qui vont vous donner toutes les informations. J'aimerais aussi que Sophie Boissard nous rejoigne également sur scène, juste pour une petite photo. Merci à tous et bonne soirée.